Merci beaucoup. On va donner la parole à Monsieur Cassier pour enchaîner sur des questions d'éthique et de recherche, et notamment sur des questions autour des phases 1 de la recherche. Alors les phases 1, en fait, c'est un peu plus loin dans le programme. J'avais remis cette diapo juste pour montrer que chez l'humain, il y avait tout un tas de règles et de lois, que ces lois en fait étaient harmonisées à l'échelle internationale, puisque c'est ICH, International Conference on Harmonization, il y a déjà 2 décennies environ, décidé d'harmoniser en fait les règles de recherche clinique, et ça se traduit par entre guillemets un espèce de guide qui s'appelle les bonnes pratiques cliniques, et qui en fait résume tout ce que doivent faire les médecins, mais enfin l'ensemble des intervenants dans la recherche clinique. En dehors des patients, j'entends, tous les gens qui font quelles sont les responsabilités des médecins, des promoteurs, qui sont industriels ou académiques, qui écrit le protocole, comment c'est validé, etc. Toutes ces étapes-là sont finalement harmonisées à l'échelle internationale, et en Europe, effectivement, c'est retranscrit dans la loi par la directive de 2001 qui a été remise à jour plusieurs fois. Alors attendez, tac, non, je ne vais pas arriver à passer la diapo, si, peut-être, non, je ne sais pas où il faut pointer, c'est là-bas? Non, bon, je ne sais pas, bon, je vous laisse. En fait, j'avais sélectionné 3 questions piquantes, c'est que j'avais appuyé pas assez fort, c'est que j'ai appuyé pas... Non, bon, d'accord, ok. Ok, donc c'était la question. Il y avait 3 questions que je trouvais assez piquantes, parce que finalement c'est les questions que posent les patients en fait quand ils sont confrontés à ces questions-là. Il y a la question du consentement éclairé. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans ces textes de loi. Et la problématique, c'est comment on rend le consentement éclairé en fait. C'est-à-dire que c'est un beau mot écrit, puis après il faut retranscrire ça pour le patient à la fois. L'exigence légale n'est pas que le patient ait compris toute sa pathologie, en fait. Ça doit se faire dans le respect de ce que souhaite le patient, c'est-à-dire à la fois ce qu'il souhaite savoir de sa propre situation au moment où la question se pose, et aussi de prendre en compte ce qu'il est en capacité d'entendre, c'est-à-dire ne pas le froisser. L'objectif, c'est pas d'infliger entre guillemets un savoir inutile au patient, mais vraiment de leur donner suffisamment de connaissances pour qu'ils s'approprient finalement la question de recherche à laquelle ils sont susceptibles de se soumettre, qu'ils comprennent ce qui va leur arriver. Mais j'aime beaucoup le diagramme qui est sur la gauche. Là, tenez, prenez cette pile. J'ai pas trop le temps de vous expliquer, mais prenez cette pile d'informations et lisez donc ça à la maison. Ceci dit, c'est quand même intéressant. On a des documents en fait qui s'appellent des notices d'information pour éclairer justement le consentement, qui sont souvent des documents qui ont été écrits par des juristes dont le principal objectif est de se couvrir les fesses et celle de leur principal employeur industriel. Et parfois, même malgré le fait que ça a été revu par des comités d'éthique, et donc, puisque dans les comités d'éthique siègent des représentants des patients, c'est quand même des représentants entre guillemets de compétition. C'est-à-dire que ça a été revu par des gens qui connaissent déjà la question du soin et tout ça, et donc du coup, il reste quand même dans ces consentements des parties complètement incompréhensibles qu'il nous tient à nous en fait médecins, et qu'il nous appartient en fait de rendre accessible. Donc ça, la question du consentement éclairé, c'est toujours une question épineuse, et finalement on pourrait se dire il suffit d'expliquer, mais en fait c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a une espèce de travail entre guillemets sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux expliquer aux patients sans forcément que ça devienne incompréhensible. Des fois, on rentre on parle de choses sur lesquelles on travaille tous les jours, et de temps en temps, on se met à parler complètement chinois ou dans un jargon absolument incompréhensible, nous aussi. Mais aussi, des fois, les consentements, les notices d'information font référence à des situations particulières en médecine. Où des fois le patient n'a pas vraiment envie lui-même de savoir quelle est sa vraie situation. Il en a déjà une idée, mais il n'a pas tellement envie qu'on lui répète. Et donc il y a quand même une question d'appréciation, de subjectivité dans la relation du médecin et du malade, pour justement essayer d'être le plus adapté possible. Je ne sais pas si on l'est à chaque fois, parce que vraiment, on n'est que des êtres humains, quoi. Et puis on sent, avec les capteurs qu'on a, des fois on a des capteurs plus ou moins performants. Et c'est un jeu, je le mettais juste aussi parce que c'est pas un jeu qui est si facile que ça finalement, le consentement éclairé. Et vraiment bien éclairer le consentement, c'est quelque chose que, alors que ça fait quand même plus de 10 ans que je fais de la recherche clinique, c'est un truc que je trouve toujours, je dirais challenging, mais compliqué, peut-être en français.
Le risque étant de faire ce que fait le médecin à côté, c'est-à-dire un diagramme absolument incompréhensible avec des chemins dans tous les sens. Et le malade dit mais je suis où dans cette image complètement biscornue? L'autre point qui en général pique un peu dans la question de la recherche clinique, c'est la randomisation. Parce que les patients, finalement, ils sont habitués à discuter avec en tout cas en cancérologie, ils sont habitués à discuter avec leur cancérologue de manière régulière, à chaque fois qu'il y a un scanner, et on fait une décision, est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas, est-ce qu'on continue à surveiller, à quelle fréquence, etc. Et là, d'un seul coup, on leur dit, alors non, c'est pas moi qui devais décider du traitement que vous allez avoir. En fait, on va rentrer vos informations de base, votre âge, votre sexe, votre maladie et ses caractéristiques dans une base de données à partir d'un serveur informatique, et un ordinateur situé à Bruxelles, à Lyon ou à Paris va tirer au sort le traitement que vous allez recevoir. Et ça, finalement, c'est assez décontenançant pour les patients. Ils disent, mais comment ça? C'est toujours le docteur que j'ai en face de moi qui des fois me parle, des fois me parle pas, mais au moins je l'ai en face de moi, je vois, il existe pour de vrai. J'ai pas vu son diplôme, mais il existe pour de vrai a priori. Et c'était lui qui jusqu'à présent prenait toutes les décisions. Et d'un seul coup, bam, on me dit que c'est un ordinateur qui va choisir le traitement. Mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, la randomisation, elle est justifiée sur le plan scientifique et même sur le plan médical, parce que finalement, quand on se randomise, le prérequis, c'est qu'on n'ait pas de raison de penser qu'un des deux traitements est mieux que l'autre. Donc c'est ça qui sous-tend sur le plan scientifique et médical la question de la randomisation, c'est qu'on n'a pas d'argument médical ou scientifique, ou du moins de certitude, pour dire que le traitement A est mieux que le traitement B. Et c'est ça et du coup, des fois ça pose problème parce qu'il y a des médecins qui ont eux aussi un a priori sur quel est le meilleur traitement. Et du coup, pour eux, c'est impossible de randomiser. Et du coup, c'est cette impossibilité de randomisation, par exemple, qui rend compliqué dans certaines disciplines la recherche. La chirurgie, par exemple, c'est plus compliqué de tirer au sort en chirurgie. Parce qu'en gros, il y a les chirurgiens qui pensent que ça ne sert à rien d'opérer, et les chirurgiens qui pensent qu'il faut impérativement opérer. Et quand on renverse de l'autre côté, il y a des patients qui veulent à tout prix être opérés, même si nous, on est convaincus qu'il ne faut surtout pas les opérer, et d'autres patients qui veulent a priori surtout pas être opérés. Et donc du coup, dans ces situations-là, dans la chirurgie, c'est quand même un peu plus compliqué de tirer au sort, parce que du coup, les avis sont un peu plus tranchés. Et en même temps, je comprends que si le chirurgien se mettait à douter, arriver le matin au bloc, les gants, comment on lui met la blouse et les gants, est-ce qu'il faut que j'opère ou est-ce qu'il ne faut pas que j'opère, ça rendrait leur existence un peu compliquée. Troisième point qui pique un peu, surtout en cancérologie, c'est le placebo. Alors, le placebo, là, les patients, donc moi personnellement, je fais pratiquement pas d'essais randomisés, puisque dans les essais précoces, il n'y a pas de randomisation. Mais la question du placebo, elle arrive parce que finalement, une des premières questions quand les patients veulent se posent la question de se soumettre ou pas à un essai clinique, c'est est-ce que je vais avoir un placebo ou est-ce que c'est sûr que je vais avoir le traitement? Est-ce que vous le savez, docteur, ou pas? Et en fait, donc moi c'est facile, bah non, moi j'ai des études sans randomisation et sans placebo, donc trop facile. J'ai d'autres trucs à expliquer, mais c'est pas cela. Et je ne sais pas si vous avez lu la légende de ce diagramme, je le trouve absolument génial. Et le placebo, même en cancérologie, en fait, ça a un intérêt. Et les gens se disent, mais c'est pas possible, j'ai un cancer qui progresse, vous ne pouvez pas me donner un substitut de médicament. Mais si, parce qu'en fait, vous pouvez avoir la double peine. Vous pouvez avoir un vrai traitement qui, en plus de ne pas marcher, se révèle amèrement toxique. Et il y a certains patients qui expérimentent ça avec le traitement qui a déjà été randomisé et qui est du coup disponible sur le marché. On leur dit, bon, bah, c'est à nouveau un traitement comprimé et tout. Ils se disent, bon, bah, c'est super, c'est des comprimés. En plus, ça va être beaucoup mieux que la chimiothérapie avant qui me donnait force nausée, vomissements et fatigue. Et en fait, ils découvrent que le traitement en comprimé, qui était censé être beaucoup mieux, peut se révéler abominablement toxique et qu'à la fin des 2-3 premiers mois de traitement, on fait un scanner et puis la maladie a quand même évolué. Donc là, le malade est par terre parce qu'il a eu un traitement toxique, et il est encore plus par terre parce qu'en plus, ce traitement toxique qu'il a enduré, du coup, s'avère inopérant. Et c'est aussi à ça que ça sert le placebo, c'est que des fois, finalement, les patients, même avec un cancer qui évolue, sont finalement mieux qu'avec un cancer qui évolue et un traitement qui ne marche pas. Donc c'est un peu amer, mais c'est vraiment ça la justification du placebo. Et le placebo, on ne l'utilise que dans les situations où on n'a pas de médicament qui est démontré une efficacité. Évidemment que s'il y a un traitement qui est validé et qui est la référence, le tirage au sort se fait du nouveau traitement contre le traitement entre guillemets standard. Mais il y a des situations où on n'a pas de traitement standard.
Et même la chimiothérapie, il a fallu beaucoup d'études randomisées pour montrer que ça apportait quelque chose. On a fini par y arriver, mais ça a mis du temps quand même. Donc du coup, voilà, la question du placebo en cancérologie, elle se justifie comme ça. Elle se justifie parce que des fois, les traitements étant toxiques, on peut avoir un traitement qui ne marche pas et qui est toxique et qui du coup est vraiment délétère. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, une petite mot de conclusion. Donc, la recherche clinique, je pense que c'est quand même une nécessité pour permettre à la médecine d'évoluer. Il n'y a pas d'évolution possible sans recherche clinique. Personne, qui accepterait, remarquez, en fait, je dis ça, mais en fait, plein de gens acceptent de prendre des médicaments qui n'ont pas été validés, puisque à peu près 75 à 80% des patients qui ont un cancer prennent une forme ou une autre de médecine alternative. La médecine alternative, ce n'est pas forcément une médecine qui ne marche pas. C'est juste une médecine, en général, pour laquelle on n'a pas démontré, il n'y a pas eu d'études, entre guillemets, qui comparaient ça à un traitement ou à rien. Et c'est clair que c'est quelque chose d'extrêmement encadré. Alors de temps en temps, il y a des ratages même dans l'encadrement, mais c'est clair qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en tout cas. Ça me paraît évident. Les protocoles sont revus à la fois au niveau des autorités réglementaires, des CPP, des comités de protection des patients, qui posent quand même des questions, qui bloquent des études qui leur paraissent non éthiques. Et puis même nous, on essaye de faire notre job correctement quand même. Mais bon, ça c'est peut-être pas une garantie en soi. Ceci dit, sur ce, je vous remercie et je vous invite à participer en posant des questions, en intervenant, en levant la main, en protestant même. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, n'hésitez pas à contribuer sur les post-it. Vous pouvez les lever si vous en avez, de manière à ce que Béatrice, Xavier, Manon les récupèrent au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a quelques post-it pour commencer à remplir notre contribution collective. Ça viendra. Je vous proposerai de toute façon de les écrire à plusieurs dans quelques minutes. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ai une phrase à vous faire pour que vous réagissiez en abac. Sur le consentement éclairé, en général, le médecin il est quand même plus éclairé que moi. Je reprends la caricature. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ça? Plutôt d'accord avec ça? Plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout? Je vous le refais. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, n'hésitez pas à demander des abacs ou à aller les chercher au fond. Consentement éclairé, le médecin il est quand même plus éclairé que moi. Alors on a du vert, du vert, du vert, aussi là du vert, du vert, du vert, un ou deux jaunes, un bleu. Est-ce que quelqu'un qui est pas d'accord du tout veut réagir? Alors, je vous en prie. C'est la loterie. C'est-à-dire? C'est la loterie. Pour se faire soigner, si on nous donne un placebo, c'est vraiment la loterie, quoi. Mais du coup, vous considérez que le médecin est aussi aveugle que vous sur cette question? Qu'il n'est pas plus éclairé que vous? Ok, donc ça c'est un avis. Est-ce qu'il y a d'autres avis, ceux qui étaient complètement d'accord avec cette phrase en vert? Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi? Pas forcément. Alors je continue ma phrase. Le médecin il est quand même plus éclairé que moi. Il y a quand même une majorité de personnes qui avaient l'air complètement d'accord. Et je termine la phrase en disant « mais ça m'arrange bien ». Je le refais, le médecin est plus éclairé que moi, mais ça m'arrange bien. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec cette phrase? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout. N'hésitez pas, si les phrases vous interpellent, vous brassent, à dire que ça vous convient pas, que on est tout à fait ouvert à ça. Hein. Là, l'idée, c'est de faire des phrases pour vous faire réagir. Alors, il y a une petite partie, si vous pouvez encore lever les abacs, voilà, merci. Il y a quasiment 60% de gens qui disent oui, ça me convient bien, complètement d'accord ou plutôt d'accord. Quand même 15-20 personnes en orange. Est-ce que les personnes qui sont plutôt pas d'accord avec cette idée, que ça les arrange bien, veulent s'expliquer? Alors, levez la main s'il vous plaît pour des prises de micro. Madame, monsieur, qui veut expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec cette idée que ça l'arrange bien de ne pas être aussi éclairé que le médecin? Ok, alors peut-être on va faire un autre type de participation, et puis je reprendrai ensuite la parole pour la redonner aux intervenants. Je vous propose de tout ce qui vient d'être dit, y réfléchir à 2 ou à 3. Rapprochez-vous de votre voisin le plus proche, tournez-vous un petit peu si vous voulez. Qu'est-ce que vous en retenez de ces questions d'éthique, de consentement, de randomisation, de placebo? Je vous propose d'en discuter en 2 minutes. Et je vous remercie si de cette discussion, vous arrivez à en tirer une idée sur un post-it, en 5, 6 mots, 10 mots. Sous forme d'une question, d'un point d'exclamation. Qu'est-ce qu'il y a dans vos discussions?
mettez-en au moins une idée dans un post-it. Et n'hésitez pas à lever votre post-it pour qu'on les récupère. Pendant que les post-it s'écrivent, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser aux intervenants sur ce qui vient d'être présenté? Sinon, je fais un dernier positionnement avec les abacs et je leur redonnerai le micro. Je vais reprendre la parole. Je sens que vous avez envie de discuter. Il y aura aussi la pause pour continuer. Alors, je reprends la parole. Dernière phrase en abac pour réagir. Finalement, toutes ces questions de randomisation, de placebo, moi je trouve qu'on est trop précautionneux avec des traitements qui pourraient fonctionner. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec cette phrase? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout, je vous le refais. Je trouve qu'on est trop précautionneux avec ces questions de randomisation, de placebo. C'est pas mon avis, hein, je vous fais simplement réagir. Je trouve qu'on est trop précautionneux avec ces questions, avec des traitements qui pourraient fonctionner. Alors, une dernière fois avec les abacs, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes complètement d'accord, plutôt d'accord? On a du vert, quelques-uns. Je vois beaucoup de bleu, une grande majorité de bleu, quand même quelques verts et quelques jaunes. Est-ce qu'on peut donner la parole à quelqu'un qui est en vert, madame par exemple? Vous étiez pas loin, je vous voyais. Vous pouvez répéter la question? La phrase, c'était « Je trouve qu'on est trop précautionneux avec toutes ces démarches et ce temps pour la randomisation, les tests placebo, etc., avec des traitements qui pourraient fonctionner. » Et vous disiez que vous étiez complètement d'accord. Les délais de mise en route d'un médicament, enfin de passage du médicament à l'humain, sont très longs, je trouve, et parfois on perd du temps et des gens décèdent alors qu'on pourrait peut-être mettre moins de précautions entre guillemets tout en cadrant les choses, hein, mais pour que les choses soient mises en place plus tôt et sauver plus de vies. Donc on pourra poser la question sur les délais, sur les démarches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des gens veulent réagir à cette proposition? Messieurs, dames. Ceux qui étaient complètement pas d'accord avec cette idée, qui étaient dans le bleu, est-ce qu'on peut avoir au moins une prise de parole de quelqu'un qui n'était pas d'accord du tout avec cette idée qu'on était trop précautionneux? Oui, monsieur. On n'est jamais trop précautionneux parce que après, quoi qu'il arrive, il y aura des effets secondaires. Ça peut soigner quelque chose, mais détruire autre chose. Donc finalement, mieux vaut peut-être ne pas avoir du bien tout de suite plutôt que d'avoir beaucoup de mal tout de suite, quoi. C'est ça un petit peu peut-être ce qu'il y a derrière. Madame, vous vouliez réagir? Le micro vous arrive à l'instant. Je voulais surtout un petit peu compléter le propos de ce monsieur, à savoir que j'ai cru comprendre que autant de personnes présentant une tumeur à quelque endroit que ce soit, autant il y avait de réponses différentes. Donc je crois que la précaution s'applique parce que l'humain, il est individuel. Et qu'on n'est pas tous égaux face aux Absolument. éventuels effets positifs Absolument. ou effets secondaires négatifs. Okay. De même que je pense que la réplique à une infection tumorale, oui, sur le plan médical, mais aussi on n'est pas tous égaux quand on reçoit l'information d'une maladie telle qu'elle est. Je remercie d'ailleurs l'intervenant de tout à l'heure pour sa franchise, en fait, parce qu'il y a dans vos propos énormément de maîtrise, mais beaucoup de franchise aussi. Je crois qu'on est vraiment unique et sur le plan de ces maladies qui sont graves quand même, qui restent graves, il y a une réponse qui est essentiellement individuelle. Merci. Est-ce que Béatrice, de votre côté, on a quelques contributions qui peuvent être présentées au micro avant que je redonne la parole aux intervenants?
Alors, il y avait des remarques sur l'expérimentation animale, sur les possibilités éventuellement d'aller vers d'autres alternatives, de se demander comment est-ce qu'on pourrait demander le consentement éclairé des animaux. Et puis après, des questions un peu descriptives sur finalement, c'est quoi les critères de la randomisation. Je ne comprends pas forcément bien qu'est-ce que veut dire la randomisation, une petite incompréhension par rapport à ça. Voilà, d'autres questions sur comment est-ce qu'on rentre dans un essai clinique, avec quel protocole, comment est-ce qu'on fait. Voilà, des questions de compréhension. Et puis voilà, quelques avis, dire il faut avoir confiance en l'expert, demander au patient s'il est prêt à tout entendre. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer par l'écrit au fur et à mesure. Vous voyez qu'il y a des nouveaux éléments qui apparaissent par l'écrit. L'écrit et l'oral vont nous permettre d'avoir vos avis, vos expériences, vos questions, pour que, bien sûr, les intervenants puissent réagir au fur et à mesure, ou que d'autres personnes du public puissent réagir. Donc le consentement éclairé de l'animal, qu'est-ce que la randomisation, la question finalement des délais, est-ce que ça ne peut pas aller plus vite entre une phase d'essai clinique et une phase de mise sur le marché? Enfin, je pense que vous avez de quoi réagir. Oui. Moi, je voulais réagir sur la question des méthodes alternatives. Oui, c'est un plan de développement, en fait, des moyens financiers sont de plus en plus mis en œuvre pour développer les nouvelles méthodes alternatives et pour avoir de moins en moins de recours aux animaux. Donc, il y a du développement des méthodes alternatives. Mais pour l'instant, il faut les valider, ces méthodes, ça met du temps et donc du coup on n'arrive pas encore à s'en passer des animaux. Et par rapport au consentement éclairé des animaux, ils ne parlent pas, donc c'est difficile de leur demander de faire signer, mais c'est une très bonne idée, ça serait pas mal. Avec la petite patte, oui. Bon, je vais passer la parole par rapport aux autres questions. Oui. Juste un mot sur la question des délais. En fait, les délais se sont considérablement raccourcis. On était sur une période de développement clinique qui était de l'ordre de 10 ans il y a encore une décennie ou une quinzaine d'années. Avec les thérapies ciblées, c'est pas le cas de tous les médicaments. Certains médicaments ont des développements plus laborieux que d'autres, mais là, on est les médicaments d'immunothérapie entre l'entrée en clinique humaine, c'est-à-dire le début de l'étude de phase 1 et la mise à disposition des patients. Je préciserai américain parce que la problématique en France est un petit peu particulière, mais la mise à disposition commerciale du médicament, c'est 3 ans. C'est méga court, hein. Enfin, si vous voulez, pour le temps de faire les essais cliniques, il faut quand même inclure les patients, les traiter, les suivre avec un peu de recul, etc. À la fois pour évaluer l'efficacité, aussi pour évaluer la toxicité. 3 ans, c'est vraiment très court. Alors c'est sûr que c'est pas tous les médicaments, des médicaments qui ont des développements plus laborieux, des fois parce que leur effet est moins miraculeux au départ. Et ça, c'est difficile de le prévoir souvent. Ce qui ralentit le développement, finalement, c'est la question de l'efficacité, qui en cancérologie est un énorme problème. Il y a 95% des médicaments qui vont à la poubelle par manque d'efficacité. Donc ce qui ralentit le développement, c'est surtout le fait de trouver des médicaments qui marchent. Mais quand il y en a qui marchent, au moins les autorités réglementaires américaines ont les moyens d'accélérer les choses. Avec des démarches de type, ils donnent une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, en attente d'une étude de validation qui se fait en parallèle des discussions, des négociations avec les autorités de santé, alors qu'en Europe, il faut avoir fait ces études de démonstration entre guillemets finale, randomisées, etc., pour pouvoir prétendre à une mise sur le marché. Et en France, on ajoute par-dessus ça à peu près 1 an de délai de négociation du prix. Est-ce que du coup c'est un frein pour vous, cette précaution supplémentaire en Europe par rapport aux États-Unis ? Pour moi, ça, finalement, comme je fais, comme 90% de mon activité, c'est de la recherche clinique, finalement, moi, les médicaments, je les utilise avant qu'ils aient une autorisation de mise sur le marché, donc je suis pas très content, mais c'est clair que pour le soin courant, oui, ça fait une différence, quoi. Les patients, ils viennent vous voir, ils disent non, docteur, j'ai vu que le médicament, il était disponible pour les Américains, est-ce que vous pensez que pour nous, ça va être le cas ? Et là, on dit, désolé, Joker, parce que pour le coup, on ne baigne pas du tout dans cette question-là, quoi. Nous, on fait les essais cliniques, puis après, c'est une discussion entre les industriels et le corps réglementaire.
Il y avait la Est-ce que vous question voulez- sur la randomisation. Ouais, c'est ça. J'allais dire, il y avait une autre question, c'était la randomisation. La randomisation, c'est juste un tirage au sort en fait. C'est un ordinateur qui le fait parce qu'on ne prend plus un sac ou un chapeau avec le nom des patients sur une petite étiquette. Mais je pense qu'à une époque, ça a eu été fait comme ça. La randomisation, ça devait se faire. On tirait un papier avec le nom du patient et on disait, bon, bah, lui, il aura le bras A. Donc la randomisation, elle n'a de sens que si on compare des traitements entre eux. Des fois, on peut comparer avoir deux traitements possibles, mais un seul traitement, mais avec 2 doses différentes, par exemple. Donc là, un des médicaments d'immunothérapie dans le mélanome, par exemple, il y a eu à un moment donné la question de est-ce qu'il faut vraiment donner une dose aussi haute, c'était 10 mg kilo, parce qu'ils avaient vu que les patients répondaient des doses plus faibles. Et ils ont tiré au sort 10 mg versus 2 mg kilo, et aux surprises, non seulement ça marchait aussi bien, mais c'était pas plus toxique, enfin, il n'y avait pas de différence ni d'efficacité ni de toxicité. Ce qui est un des gros problèmes pour l'immunothérapie, c'est que ça marche bien, mais qu'on ne sait pas trop prédire, ni ce qui va ni la réponse. Avant, c'était simple, hein. La chimiothérapie, c'était linéaire. Vous donniez une petite dose et une petite réponse, vous avez une grosse dose, vous avez une grosse toxicité et peut-être une meilleure réponse. L'immunothérapie, il n'y a même pas la corrélation entre la toxicité et la dose, donc on est bien embêté. Ce qui m'amène à juste un commentaire sur un certain nombre de points qui posent encore problème pour le tout méthode alternative. Et notamment pour la question de l'utilisation des grands singes ou des singes, en fait, qui posent quand même sur le plan éthique plus de questions aussi que l'utilisation des rongeurs ou d'animaux entre guillemets moins développés. En fait, notamment pour tous les traitements d'immunothérapie, le système immunitaire est un système extraordinairement complexe en évolution. Et en gros, la plupart des médicaments qu'on utilise en clinique humaine ne reconnaissent pas la protéine murine, la protéine de la souris. Et donc la seule espèce qui soit suffisamment proche de nous, en fait, c'est le singe. Et c'est ça qui justifie que pour les études de toxicité, de toxicologie, on soit encore obligé d'utiliser le singe pour ces études-là, dans ce cas particulier-là, parce que c'est la seule espèce en fait qui a des protéines suffisamment proches des nôtres pour que le traitement soit susceptible de faire des effets. Parce que si j'essaye un traitement dans une souris et le traitement ne reconnaît pas la protéine de la souris, il n'y aura pas d'effet secondaire. Mais ça ne va pas tellement m'informer sur quels vont être les effets secondaires chez l'homme. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de modèles entre guillemets pertinents. Et peut-être, si je me permets une reformulation pour voir si moi j'ai bien compris, et puis n'hésitez pas à réagir. La randomisation, donc il y a de la recherche pour trouver des traitements. Ils sont testés parfois sur des animaux, et quand ils sont testés sur de l'humain à une grande échelle, j'ai l'impression dans ce que vous dites que quand on a 2 médicaments où on se dit les 2 sont bons, on ne sait pas trop lequel est le meilleur, on va tirer au sort la moitié de la population de test qui va prendre le 1, la moitié qui va prendre le 2. Donc finalement personne n'est lésé parce que les 2 sont bons, mais les tests par randomisation permettent de se dire tiens, le 1 est finalement un peu meilleur, donc on va garder le 1. C'est un petit peu ça ? C'est superbement retranscrit. Je vous remercie, je ne suis pas spécialiste. Est-ce qu'il y a, on va prendre encore une dernière question, si vous en avez une, ou une remarque, ou un cri du cœur, n'hésitez pas. Madame, je vous en prie. Il y a 2 micros en même temps qui vous arrivent. Bonjour, je voulais revenir sur la notion des délais, parce qu'à l'échelle globale, 3 ans, c'est super court, mais alors à l'échelle individuelle, 3 ans, c'est même 3 mois, même parfois 1 mois. C'est vraiment trop long, surtout dans le cancer où les patients sont souvent dans l'urgence. Je vous donne un exemple qui a eu lieu cette semaine. Avant de pouvoir inclure des patients dans un essai, il faut faire ce qu'on appelle une mise en place. C'est réglementaire. Avant cette mise en place, on ne peut pas inclure les patients qu'on voit dans l'étude. On a fait le point, j'en ai fait une hier sur une pathologie où il n'y a justement pas grand-chose à proposer à certains traitements. Résultat des courses, il y a quand même 10 patients qu'on n'a pas pu mettre dans cette étude et qui vont pas bien, hein, disons-le. Alors parfois on a la chance que cette étude soit ouverte ailleurs et pas trop loin. En l'occurrence, moi je suis aux Hospices Civils de Lyon, cette étude est ouverte au CLB, chez Philippe. On a pu en envoyer quand même quelques-uns. Là, ça c'est la meilleure situation possible. Mais quand l'étude elle est ouverte nulle part ou à Paris, c'est pas possible. Donc le délai, c'est vrai que ça va de plus en plus vite, mais toujours pas assez vite pour le patient en tous les cas. C'est clair qu'un délai de 3 ans à l'échelle d'un individu, c'est parfois vraiment beaucoup trop long. Mais en même temps, on est quand même bien obligé d'investiguer les traitements avant de les mettre à disposition. C'est vrai que les questions des mises en place, des fois, c'est rageant. Du coup, on va glisser sur la question de comment on participe à un essai. Finalement, dans un essai clinique, on fait une expérience scientifique sur des sujets humains.
C'est vraiment de ça qu'il s'agit, et c'est pour ça que c'est encadré, parce que après la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est retrouvé un peu traumatisé par la question de l'expérimentation humaine. Et donc du coup, il y a eu vraiment besoin de définir un cadre réglementaire pour ça. Et en fait, on fait une expérience, mais c'est comme dans toute expérience scientifique, il y a un certain nombre de critères à respecter. Ces critères, il y a des critères qualitatifs du centre investigateur, des investigateurs. Nous, on doit montrer patte blanche, on doit avoir un certificat de formation aux bonnes pratiques cliniques qui a moins de 2 ans. On doit avoir un staff qui est entraîné, qui connaît les essais, etc. Et il y a aussi des exigences vis-à-vis du patient qui sont entre guillemets, les critères d'inclusion. Et c'est vrai qu'il faut être suffisamment en forme. Faut pas que il faut que la fonction rénale soit comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit beaucoup dégradée. Faut que etc. Et donc du coup, je reviens sur la frustration. C'est-à-dire que des fois, on voit un patient, on se dit tiens, il pourrait rentrer dans cette étude. La mise en place, c'est que dans 2 semaines. Et en fait, l'état du patient se dégrade dans les 15 jours qui viennent. Et ni vous ni lui n'y pouvez quoi que ce soit, et en fait le jour où l'étude est ouverte, le patient n'est plus éligible pour l'étude parce qu'il est trop fatigué, parce que sa fonction rénale s'est dégradée, parce que le bilan hépatique est plus assez bon, et en fait oui, c'est absolument désolant. Dans ces cas-là, les délais, c'est absolument horrible. C'est horrible. Merci.